Lorsqu'on se retrouve en difficulté, on peut vite se demander mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette difficulté et pas le voisin? Vous voyez que c'est un problème et que cela peut être disproportionné niveau anxiété et pour autant ça perdure malgré vos efforts pour stopper ça. Et vous vous demandez probablement comment ça se fait. Je vous propose donc ici des éléments de réponse selon le modèle explicatif proposé par les thérapies cognitives et comportementales. Ce modèle intègre différents facteurs, les facteurs prédisposants, qui sont présents avant le début du trouble et qui constituent des facteurs de risque, les facteurs précipitants, qui sont associés au déclenchement du TPA et surviennent donc généralement juste avant le déclenchement de celui-ci, et enfin les facteurs entretenants, qui sont très importants car ils expliquent pourquoi un problème aussi désagréable et handicapant se maintient dans le temps et pourquoi il peut continuer indéfiniment si aucun traitement n'est mis en place. Donc reprenons tout cela un peu plus en détail. Il existe 3 principaux facteurs prédisposants dans le TPA. Vous vous souvenez, ce sont les facteurs de risque. Il y a la vulnérabilité biologique, les influences environnementales et les facteurs psychologiques. La vulnérabilité biologique, c'est la vulnérabilité héréditaire qui rend la personne plus sujette à déclencher une réaction physiologique, biologique, d'alarme. C'est-à-dire que la personne a plus de risques de déclencher spontanément un signal d'alarme intense, autrement dit, une attaque de panique. En fait, il y aurait une hypersensibilité du système nerveux sympathique, ainsi qu'une hypersensibilité à la fluctuation du taux de gaz carbonique. Ce seraient des choses qui sont génétiques et qui faciliteraient l'apparition d'une attaque de panique. Mais attention, le TPA n'est pas une maladie purement génétique. Le risque d'avoir un TPA est plus grand lorsque des membres de la famille en sont atteints, mais ce n'est pas du tout systématique. On considère généralement que la vulnérabilité biologique est surtout responsable des attaques de panique, tandis que les influences environnementales et les traits de personnalité semblent avoir un impact plus important sur l'agoraphobie. Ensuite, on a les influences environnementales. Ici, plusieurs facteurs peuvent jouer, tels que l'éducation, comme des parents surprotecteurs ou au contraire absents, mais aussi les expériences passées, l'imitation d'un parent qui est lui-même paniqueur, ou encore la maltraitance, etc. Donc, ces facteurs varient beaucoup d'une personne à l'autre. Enfin, on a les facteurs psychologiques, avec notamment la tendance à faire des interprétations catastrophiques et l'appréhension qui vont jouer un rôle important dans le TPA. Comme on l'a vu précédemment dans les cercles vicieux, ces éléments ressortent comme des éléments clés, mais il y a aussi la personnalité, la dépendance affective, la passivité, etc., qui peuvent prédisposer au TPA. Ensuite, on a les facteurs précipitants qui sont essentiellement constitués par les stresseurs, aigus comme un décès, un accident, une pathologie organique, des pertes diverses ou autres. Il s'agit d'événements stressants ponctuels ou des stresseurs chroniques comme des conflits conjugaux, familiaux, mais aussi les conflits au travail ou encore une maladie chronique, etc. Ici, il s'agit d'événements chroniques, c'est-à-dire qui durent dans le temps ou qui se répètent régulièrement. En dehors des stresseurs, l'âge aussi semble être un facteur précipitant important, sans qu'on sache vraiment pour quelle raison. Le TPA a tendance à débuter entre la fin de l'adolescence et le milieu de la trentaine. Et donc lorsqu'une personne présentant plusieurs facteurs prédisposants atteint l'âge d'incidence et fait face à des stresseurs aigus ou chroniques, elle devient alors susceptible de présenter une première attaque de panique qui pourra ou non se transformer en TPA en fonction des facteurs entretenants. En fait, nous avons déjà vu ces facteurs entretenants, en tout cas en partie, lorsque je vous ai expliqué les 3 temps qui conduisent au TPA. Mais nous allons reprendre un petit peu tout ça car c'est un point capital pour le traitement et cela vous donnera une vue d'ensemble peut-être un peu plus claire de ces facteurs. Pour faire simple, lorsqu'on parle des facteurs entretenants, il s'agit de tout ce qui va maintenir le problème au lieu de le résoudre. Après la première attaque de panique, toute une série de facteurs se constituent qui contribuent à maintenir et à aggraver la maladie. Parmi ces facteurs principaux, on trouve des inquiétudes qui peuvent être non justifiées au moment des attaques de panique, c'est-à-dire les interprétations catastrophes. C'est la peur de souffrir d'une crise cardiaque, de s'évanouir, de mourir, d'étouffer, de perdre le contrôle, de devenir fou ou autre dont on a un petit peu parlé. Ces inquiétudes contribuent à augmenter toute la symptomatologie, y compris les symptômes qui ont généré ces inquiétudes. Vous vous souvenez, c'est notre
Premier cercle vicieux, je stresse, j'ai des symptômes du stress, ça m'inquiète, donc j'ai encore plus de symptômes. C'est le premier temps. Et ces interprétations vont faire la différence entre une réaction d'alarme qui se résorbe rapidement et une véritable attaque de panique sévère qui s'étend sur 15 à 60 minutes. Donc, parmi les inquiétudes, on va voir les inquiétudes non justifiées qui sont liées aux interprétations catastrophes. Il y a également dans ces inquiétudes le côté crainte exagérée concernant la survenue d'autres attaques de panique dans les situations où se sont produites les attaques de panique antérieures. Elles sont à l'origine d'une anxiété d'anticipation appelée la peur d'avoir peur, qui rend la personne plus vulnérable avant même d'avoir fait face à la situation en question. C'est le deuxième temps dont on a parlé précédemment. Ces inquiétudes, ces interprétations sont un facteur perpétuant important. Elles font partie de ce qu'on appelle les facteurs entretenants cognitifs, puisqu'il s'agit des pensées. En dehors de cette sphère cognitive, il va y avoir des facteurs comportementaux qui vont également entrer en jeu, avec notamment les comportements sécurisants. On retrouve ici les notions d'évitement et d'échappement dont nous avons déjà parlé dans la partie précédente. Et comme nous l'avons vu, si l'évitement est choisi trop souvent, cela va entraîner le développement de l'agoraphobie et la personne peut s'en trouver sérieusement handicapée. Le truc, c'est qu'il y a toute une panoplie de comportements sécurisants qui vont permettre l'évitement, mais de façon plus subtile que de quitter ou d'éviter physiquement un lieu. Ces comportements sont souvent présents et constituent eux aussi des facteurs perpétuants importants. Il peut s'agir de formes subtiles d'évitement partiel, par exemple aller au cinéma mais en s'asseyant près de la porte de sortie. On voit aussi l'utilisation de personnes ou d'objets sécurisants, membres de la famille, téléphone portable, bouteille d'eau, etc. Les comportements sécurisants ont le même impact négatif que les évitements francs, car ils vous empêchent de réaliser que même si vous n'avez pas recours au conjoint, rituel ou objet porte-bonheur, rien de grave ne vous arrive. Il subsiste donc un doute dans votre esprit, du style « jusqu'à présent rien de grave ne m'est arrivé, mais c'est parce que j'ai fait telle chose. La prochaine fois, si j'ai une attaque de panique, mais que je ne peux pas faire ce truc-là, je vais certainement y passer. » On trouve aussi des comportements que l'on appelle des neutralisations, qui sont des stratégies visant à rester physiquement dans la situation, tout en évitant d'être en contact avec ses pensées et ses émotions. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique pour vous distraire, fermer les yeux, vous imaginez que vous êtes ailleurs, ou utiliser même la pensée positive, un petit peu façon pensée magique, du style tout va bien, il n'y a pas de problème, tout va bien, il n'y a pas de problème, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, comme ça répétant en boucle. Tous ces comportements sécurisants visent d'une manière ou d'une autre à éviter d'être dans la situation physiquement, mentalement et émotionnellement. J'ai donc tendance en pratique à tout englober sous le terme d'évitement. Toujours dans les facteurs entretenants, il y a également ce qu'on appelle les renforcements. Lorsque la personne fuit ou évite une situation anxiogène, elle ressent le plus souvent un important soulagement dû à la diminution de l'anxiété. Et ce soulagement devient un renforcement qui contribue à maintenir et à accentuer les comportements d'évitement. Comme le soulagement nous apporte sur le moment quelque chose d'agréable, notre cerveau va l'enregistrer et ce comportement d'évitement va être renforcé, c'est-à-dire que notre cerveau va choisir d'autant plus ce comportement d'évitement parce que la conséquence est agréable sur le moment. Ensuite, on trouve les bénéfices secondaires. En fait, certaines personnes tirent des bénéfices de leur agoraphobie. Alors, il faut le dire vite, mais c'est par exemple, elles vont être soulagées de certaines tâches qu'elles n'aiment pas, ou elles vont obtenir peut-être davantage d'attention de leurs proches. Et ça aussi, c'est des choses qui vont rentrer dans la catégorie des renforcements, finalement. Ces bénéfices sont aussi des renforcements qui peuvent contribuer à maintenir et à accroître la symptomatologie. Enfin, il y a les facteurs interpersonnels qui peuvent faire partie des bénéfices secondaires qu'on vient de mentionner, mais il peut aussi s'agir de facteurs entretenants tels que des déficits de socialisation ou d'une accentuation de traits de personnalité ou encore des difficultés à s'affirmer, à dire voilà ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Ces choses-là, effectivement, elles vont avoir tendance à bien s'associer avec le TPA.
C'est-à-dire que y a certaines personnalités qui vont être plutôt dans l'évitement ou je ne sais pas, si vous avez du mal à vous affirmer, et ben ce sera peut-être plus facile de ne pas aller du tout dans la situation. D'une, parce qu'il y a le TPA qui fait que c'est compliqué, mais en plus, il y a ce manque d'affirmation qui va venir encore plus rendre l'évitement agréable. En tout cas, le soulagement est plus important. Tous ces facteurs dont on vient de parler vont avoir tendance donc à entretenir le TPA, ce qui explique pourquoi le problème perdure. Donc, pour que le TPA se mette en place, il faut donc une conjonction de facteurs prédisposants, déclenchants et entretenants. Pour résumer toute cette partie théorique, le stress est une émotion normale et utile. Il se déclenche lorsque l'on perçoit un danger, qu'il soit réel ou imaginé. Le stress va à son tour déclencher une réaction physiologique d'alarme qui prépare le corps à l'action, fuir ou combattre. Lorsqu'il n'y a pas de danger nécessitant ces actions, alors il y a une hyperventilation qui génère d'autres symptômes. Si l'ensemble des symptômes sont correctement identifiés comme étant liés au stress, alors il y a résolution naturelle et pas de problème d'attaque de panique. Si en revanche ils ne sont pas identifiés comme tels et qu'il y a des interprétations catastrophes, alors il se met en place des cercles vicieux qui entraînent une attaque de panique. Vient ensuite la peur d'avoir peur qui mène au trouble panique. Puis, s'il y a évitement des lieux considérés à risque de faire une nouvelle attaque de panique, cela conduit au trouble panique avec agoraphobie. On a vu qu'il faut la conjonction de facteurs prédisposants, déclenchants et entretenants pour développer un TPA. En fait, le problème dépend en grande partie des solutions que vous utilisez pour contrer l'anxiété. On l'a vu, la peur pousse naturellement à l'évitement, ce qui maintient le problème, car ça empêche de faire de nouveaux apprentissages, ça diminue la confiance en soi et ça contamine par généralisation. Le but est donc de correctement identifier la peur et de l'accepter. J'espère que vous y voyez un peu plus clair et que vous saisissez mieux pour vous ce qui peut être en jeu. La suite du programme va permettre de mettre toute cette théorie en pratique. Dans le traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie, les études cliniques démontrent que la réponse à la thérapie cognitivo-comportementale est généralement très bonne. On l'a vu avec 75 à 90% d'amélioration notable. Ces conclusions sont soutenues par plusieurs études scientifiques et c'est pour cela que la TCC est recommandée par l'HAS. En plus, les études de suivi démontrent que les patients qui ont une réponse favorable à la TCC maintiennent généralement cette amélioration et continuent même souvent de s'améliorer après la fin du traitement. Vous trouverez les liens sur la page en dessous. C'est donc pour toutes ces raisons que le programme que vous suivez en ce moment repose sur les TCC. Le principe de base est de pouvoir reconnaître que ces sensations physiques, si déplaisantes soient-elles, sont inoffensives. Puisqu'il n'y a aucun danger réel, vous devez donc apprendre à réagir différemment lorsque vous vivez ce type de sensations. Ne plus chercher à les contrôler, mais juste accepter pendant quelques minutes de ressentir ces sensations qui sont certes très désagréables, mais inoffensives. En simplifiant, on se libère du TPA en acceptant de vivre l'émotion sans vouloir la contrôler, mais aussi en acceptant ses pensées qui ne peuvent être éliminées et en les observant sans jugement. Ensuite, le traitement agit en modifiant la signification donnée aux attaques de panique et en favorisant la guérison du cerveau par de nouveaux apprentissages, notamment par l'exposition. Alors concrètement, pour parvenir à cela, on va pouvoir agir à différents niveaux. Donc pour cela, reprenons un petit peu le modèle du TPA. Donc, sur ce schéma, nous pouvons voir où nous pouvons intervenir pour rompre les cercles vicieux qui entretiennent le TPA. Pour ça, on va utiliser des techniques spécifiques au TCC telles que la restructuration cognitive qui va agir sur les pensées, essayer de les modifier, de les remodeler un petit peu, et permettre de diminuer la perception de danger dans les situations d'agoraphobie et les interprétations catastrophes face aux sensations physiologiques d'alarme. L'exposition aux sensations physiques d'alarme permet petit à petit de s'habituer aux sensations et ainsi d'y être moins sensible, ce qui bloque aussi le cercle vicieux. L'exposition à l'agoraphobie est également progressive et cette méthode permet à la personne d'avoir de moins en moins de réactions d'alarme lorsqu'elle se retrouve dans les situations anxiogènes. En fait, après s'être habitué aux sensations physiques du stress, il est question de se réhabituer au lieu.